Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce mardi 23 avril. À la une de l'actualité aujourd'hui, François et Pénélope Fillon seront renvoyés en correctionnel. L'ancien Premier ministre français doit répondre des accusations de détournement de fonds publics dans l'affaire de l'emploi fictif présumé de son épouse. Une autre ex-ministre dans la tourmente en France, Nathalie Loiseau voit ressurgir son passé étudiant et sa candidature sur une liste proche de l'extrême droite. Un coup dur pour celle qui compte faire barrage au populisme lors des européennes. J-5 avant un scrutin incertain en Espagne, des élections législatives anticipées où les ultraconservateurs et nationalistes de Vox vont tenter de se frayer un chemin. Y a-t-il eu des manquements des services de sécurité sri-lankais après les attaques meurtrières revendiquées par le groupe État islamique? Le renseignement indien aurait fait part à Colombo des risques d'attentats imminents. François Fillon devra répondre de ses actes devant la justice. L'ancien Premier ministre français et son épouse Pénélope seront renvoyés en correctionnel dans l'affaire des emplois fictifs présumés qui avait terni la campagne présidentielle il y a 2 ans. Les explications de Stéphane Amalian. Des juges d'instruction parisiens ont ordonné un procès devant le tribunal correctionnel pour l'ancien Premier ministre français François Fillon et son épouse Pénélope dans l'affaire des emplois fictifs de cette dernière. Selon le journal Le Monde, l'ex-candidat de la droite à la présidentielle de 2017 est poursuivi devant le tribunal pour les délits de détournement de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Son épouse, qui était rémunérée comme collaboratrice, est poursuivie pour complicité et recel de détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. L'ancien suppléant de M. Fillon à l'Assemblée nationale, Marc Joulot, lui aussi mis en examen dans cette enquête, est pour sa part renvoyé pour détournement de fonds publics, selon le journal Le Monde. Elle bénéficiait d'une avance confortable dans les sondages en France, mais des investigations jettent un nouvel éclairage sur la candidature de Nathalie Loiseau aux européennes. L'ancienne ministre française s'est présentée sur une liste apparentée à l'extrême droite lorsqu'elle était étudiante, a révélé Mediapart. Les précisions de Raphaël Vivant. À 1 mois des élections européennes, la tête de liste du parti La République En Marche est rattrapée par son passé. Un article de Mediapart a révélé lundi que Nathalie Loiseau avait figuré sur une liste d'extrême droite en 1984 alors qu'elle était étudiante à Sciences Po Paris. Face aux critiques, l'ancienne ministre chargée des Affaires européennes a évoqué sur Twitter une erreur de jeunesse. Alors oui, il y a 35 ans, j'ai commis une erreur. J'ai accepté, par amitié, de figurer sur une liste où il y avait des gens de droite, des gaullistes, mais où il y avait aussi des gens d'extrême droite. Et ça, je ne le savais pas. J'aurais dû le vérifier, je le regrette. C'est une erreur d'il y a 35 ans. Nathalie Loiseau rejette toute proximité avec l'extrême droite et réaffirme sa volonté de battre le Rassemblement national aux européennes. Dans les derniers sondages, les 2 partis sont en tête des intentions de vote. Le scrutin des européennes, cauchemar du gouvernement britannique. La chef du gouvernement, Theresa May, ne veut pas entendre parler de ce scénario, mais c'est sans compter sur de nouveaux rebondissements orchestrés par des outsiders travaillistes et des eurosceptiques. Theresa May souhaite éviter une participation du Royaume-Uni aux élections européennes de mai prochain. Pour ce faire, la Première ministre souhaite à tout prix faire adopter un accord de Brexit par le Parlement britannique. Des négociations sont en cours avec le Parti travailliste, des discussions sérieuses mais difficiles d'après le 10 Downing Street. Alors que 2 nouveaux partis ont fait leur apparition sur la scène politique, le premier, dirigé par l'eurosceptique Nigel Farage, milite tout simplement pour un départ de l'Union européenne. Je pense que l'un des principaux objectifs de notre parti est de dire « Regardez, le Brexit n'est pas une question de droite ou de gauche, mais plutôt une question de juste ou de faux. Le Brexit doit nous évoquer un pays démocratique qui fonctionne correctement, un pays normal. Nous allons à la chasse aux voix des travaillistes, nous allons récolter leur vote. » Face à lui, le parti Change UK a recruté dans les rangs travaillistes et conservateurs et milite pour l'annulation du Brexit, pour rester dans l'Union européenne. Le Brexit, le défi le plus important de notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale, doit maintenant obtenir l'accord du peuple, son dernier mot.
Contrairement au Parti travailliste, nous sommes absolument sûrs de ce que nous voulons. Ces deux nouvelles formations pourraient bouleverser le paysage politique bipartite de la Grande-Bretagne. Deux nouveaux partis politiques qui pourraient siphonner les voix du Parti travailliste, qui paierait très cher ses tergiversations sur le dossier du Brexit. L'Irlande du Nord, rattrapée par le spectre des violences et du nationalisme auquel elle a pourtant déjà payé un lourd tribut. Des responsabilités sont désormais établies 5 jours après la mort d'une journaliste en marge d'affrontement. Stéphanie Morbois. En Irlande du Nord, la Nouvelle-IRA, un groupe républicain dissident, a reconnu mardi sa responsabilité dans la mort de cette femme, Lyra McKee, une journaliste de 29 ans. The Irish News affirme avoir reçu une déclaration contenant un message codé de la part de la Nouvelle-IRA qui présente ses sincères et entières excuses à la partenaire, à la famille et aux amis de Lyra McKee pour sa mort. Lyra McKee a été tuée par balle jeudi soir alors qu'elle couvrait les affrontements de Londonderry entre les forces de l'ordre et des manifestants de la Nouvelle-IRA qui luttent pour la réunification de l'Irlande. Les funérailles de la jeune femme auront lieu mercredi à la cathédrale Sainte-Anne de Belfast. Sa compagne invite les personnes présentes à se vêtir de t-shirts en lien avec Harry Potter, se disant certaines que Lyra aurait apprécié cette idée. Ce drame rappelle les heures sombres des troubles qui ont déchiré la province britannique de l'Irlande du Nord pendant 3 décennies. Plusieurs rassemblements ont eu lieu pour lui rendre hommage. À tout juste 5 jours des élections législatives anticipées en Espagne, l'heure est à l'incertitude. Un deuxième débat télévisé est organisé ce soir alors que la tentation populiste fait déjà du chemin dans la péninsule ibérique. Exemple avec le candidat du parti Vox, la formation d'extrême droite qui a réalisé une percée remarquée lors des dernières régionales en Andalousie. Laura Cambo. Sur ce clip, le parti espagnol d'extrême droite Vox représente son leader Santiago Abascal comme un chevalier, une allusion à la reconquête espagnole sur les musulmans au Moyen-Âge. Le nationalisme, c'est précisément ce que défend ce quadragénaire, proche idéologiquement de Marine Le Pen et de Donald Trump. Né au Pays Basque, il est marqué par les attentats fréquents de l'ETA. Il en garde une haine sans borne pour les sécessionnistes de tous bords. À 27 ans, Santiago Abascal devient député du Parlement basque pour le Parti populaire. Puis déçu de la droite traditionnelle, il quitte le PP il y a 5 ans pour participer à la création de Vox. Fin de l'autonomie des régions ou construction de murs pour empêcher la venue de migrants, le programme de Vox, souverainiste et eurosceptique, séduit. L'an dernier, le parti se fait remarquer avec une percée électorale lors des élections régionales en Andalousie. Le président américain accentue la pression pour priver l'Iran de ses ressources pétrolières, des mesures qui n'ont pas tardé à faire réagir la Chine, mais aussi la Turquie. Après l'annonce de Donald Trump de rétablir les sanctions contre les pays qui achètent du pétrole à l'Iran, la Turquie a vivement réagi. Politiquement, ce n'est pas correct. Éthiquement, ce n'est pas correct. En termes de commerce, ce n'est pas correct non plus. C'est également contre les lois internationales de commerce, contre l'Organisation mondiale du commerce, et c'est dangereux pour la stabilité de la région. Même critique du côté de la Chine, qui est l'un des plus gros consommateurs de pétrole iranien. La coopération chinoise avec les entreprises iraniennes et l'Iran est ouverte, transparente, raisonnable et légale et devrait être respectée. Les dérogations, qui permettaient à 8 pays d'acheter du pétrole iranien sans être sanctionnés par les États-Unis, seront annulées à partir du mois de mai. Donald Trump souhaite ainsi priver le régime iranien de sa principale source de revenus. Cette annonce a d'ores et déjà provoqué une forte hausse des cours du pétrole. Le pire aurait-il pu être évité au Sri Lanka? Les attaques meurtrières ont été revendiquées par le groupe État islamique, mais aujourd'hui, les regards se tournent vers le gouvernement sri-lankais qui disposait bel et bien d'informations sur les risques d'attentats imminents. Sur ces images de vidéosurveillance, on aperçoit le parcours de l'un des kamikazes présumés des attentats au Sri Lanka. Muni d'un sac à dos, cet homme va entrer dans l'église Saint-Sébastien de Negombo en pleine messe de Pâques, avant de se faire exploser. Lors d'une rencontre avec des diplomates étrangers, le président du Sri Lanka a montré des photos de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir commis ces actes meurtriers. Les autorités sri-lankaises avaient attribué les attentats au NTJ, un mouvement islamiste local, mais peu de temps après, l'État islamique a revendiqué ces attaques suicides. Nous sommes amenés à penser qu'il y a des liens avec l'étranger. Certains éléments de preuve le montrent.
Donc si l'État islamique l'a revendiqué, nous donnerons suite à cette revendication. Il y avait des suspicions sur la possibilité que l'État islamique soit en lien avec ces attaques. Le Sri Lanka bénéficie d'aide internationale dans l'enquête et cherche à savoir si le NTJ a bénéficié d'un soutien logistique international. Les autorités semblaient savoir depuis des semaines qu'il y avait un risque potentiel d'attaque. L'Inde a fait passer un long message d'alerte les avertissant de la possibilité d'un plan en cours de réalisation par ce groupe local qui a déjà mis le feu aux poudres en Inde. Il y avait aussi une note de sécurité datant du 11 avril sur laquelle étaient inscrits les noms et adresses des personnes soupçonnées d'être proches de ce groupe. La police a pu arrêter 40 personnes dans les 48 heures suivant ces attaques à la bombe. Cela laisse penser qu'ils avaient assez d'informations pour savoir où chercher ces personnes. La question reste désormais, pourquoi ces renseignements n'ont-ils pas été transmis à la police ? Un ressortissant danois a perdu plusieurs de ses enfants dans cette tragédie. Dans son pays d'origine, les témoignages de soutien se multiplient. 3 enfants de l'entrepreneur danois Anders Solch Povelsen, propriétaire du groupe de prêt-à-porter Bestseller, ont été tués lors des attentats au Sri Lanka. La nouvelle a suscité l'émotion au Danemark. Plusieurs personnes sont venues déposer des fleurs devant la maison familiale et devant le siège de l'entreprise, en signe de solidarité et de soutien. Cela m'affecte particulièrement en tant que mère. Ça aurait pu être moi. C'est toute une famille qui a été décimée, totalement détruite. 3 survivants et 3 morts. C'est sûrement la pire chose qui puisse arriver à une famille et à ses proches. Un porte-parole de l'entreprise a confirmé ce lundi que le patron du groupe et son épouse avaient perdu 3 de leurs 4 enfants dans ces attaques. Anders Solch Povelsen est directeur général de Bestseller et selon Bloomberg, la première fortune du pays. Selon le ministère des Affaires étrangères, il y aurait actuellement près de 2000 Danois au Sri Lanka. Une équipe de crise a été mise en place dans la capitale Colombo pour venir en aide aux citoyens danois touchés par les attentats. Un séisme a encore frappé les Philippines, moins de 24 heures après un premier tremblement de terre. Et de nouvelles répliques sont redoutées par les habitants. Stéphanie Morbois. La terre a tremblé mardi au centre des Philippines, sur l'île de Samar, au lendemain d'un séisme meurtrier à Manille. Cette nouvelle secousse s'est produite à Tutubigan, à des centaines de kilomètres au sud de l'épicentre du séisme de lundi. Les secouristes sont mobilisés et ont prévenu les habitants d'un risque de réplique. Lundi, le séisme a causé la mort de 11 personnes, selon un dernier bilan, provoqué d'importants dégâts et des scènes de panique. Des dizaines de personnes ont aussi été blessées, notamment du fait de la chute de débris et d'objets. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des dizaines de personnes prises au piège d'un bâtiment qui s'est effondré. C'est la plus forte secousse depuis des années dans la capitale. Les habitants ont témoigné de leur stupeur face à cet événement court et très violent. Il y avait de la peur mêlée à de la surprise. Nous ne nous attendions pas à vivre ça. Ça a duré 20 secondes, mais c'était très violent. C'est la première fois de toute notre vie qu'on vit une telle situation. Les Philippines se trouvent sur la ceinture de feu du Pacifique où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique. Retour en France, à Paris, où les ruches de Notre-Dame ont été épargnées par l'incendie qui a embrasé l'édifice il y a un peu plus d'une semaine. Les précisions de Romain Gauguelin. Les quelques 200 000 abeilles de Notre-Dame de Paris ont survécu à l'incendie qui a ravagé la cathédrale. Les ruches étaient placées depuis 2013 sur le toit de la sacristie, à une trentaine de mètres sous la fumée et les flammes qui consumaient la charpente et la toiture. Et c'est sans doute cette distance avec le feu qui les a sauvés. Les ruches ont été déménagées à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris, où l'apiculteur de Notre-Dame a retrouvé ses abeilles. Le réflexe de la fumée avec l'abeille est qu'elle se gorge de miel et donc elle est plus calme. Et donc là, ce qui a dû se passer, c'est que même si la fumée et les flammes et la fumée montaient vers le ciel, je pense qu'elles ont eu quand même de la fumée, mais qu'elles se sont gorgées de miel. Nicolas Géant dit avoir reçu des messages et des appels du monde entier pour lui demander si les abeilles avaient péri dans les flammes. Lui-même pensait qu'elles ne survivraient pas.
C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site. Très belle soirée à tous.